Il existe une friction limbique qui vous empêche de vouloir sortir du lit le matin. Vous n'en avez tout simplement pas envie. Peut-être que vous n'êtes pas motivé et vous vous forcez à vous lever, malgré la fatigue. Ce que vous faites, c'est que vous utilisez un contrôle de haut en bas pour dire « Oh, la fatigue que je ressens, je vais surpasser cette fatigue. » Beaucoup de ce qui est en ligne est « Comment surpasser cette fatigue ?» Ce manque de motivation et certaines personnes disent « Eh bien, vous devez le faire par amour » et puis d'autres disent que vous le faites par colère et cela n'a pas d'importance. Ces mécanismes de haut en bas sont très subjectifs. Si vous allez le faire parce que vous vous souciez vraiment de la personne que vous allez chercher à l'aéroport et que vous devez vous lever tôt, eh bien c'est un mécanisme si vous allez le faire parce que vous êtes une personne de parole et que vous avez dit que vous y serez et que vous le faites. Vous savez, le mantra « juste le faire » est un contrôle de haut en bas. Maintenant, le contrôle de haut en bas est également impliqué dans le contrôle des réflexes, le désir de consommer quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Vous pouvez résister à ce désir grâce au contrôle de haut en bas. Plus vous êtes reposé, plus il est généralement facile de mettre en œuvre le contrôle de haut en bas. Donc quand je regarde des gens comme, je ne sais pas, Ronda Rousey, je ne connais pas trop son histoire, mais je connais David, il est venu dans mon laboratoire et j'ai approuvé ce livre et je suis évidemment super impressionnant. David Guidance n'a pas besoin d'introduction, super impressionnant. Et je pense que l'une des nombreuses choses importantes que David représente est la capacité de surmonter la friction limbique pour se convaincre de le faire quand même. Et il y en a d'autres qui font cela, j'en ai également parlé. C'est le contrôle de haut en bas. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'il a fait, si je peux... Je n'ai jamais vraiment compris cela de manière concluante. Mais j'ai le fort sentiment qu'il a, d'une manière ou d'une autre, très bien compris le récit de la friction ou l'expérience de la friction et le récit de la surmonte de la friction. Et il sait qu'une victoire arrive plus tard. Et donc ce qui se passe, c'est que si vous savez que cette surmonte de la friction limbique va créer une victoire plus tard, cette victoire pourrait être un sentiment d'accomplissement, que vous avez conquis quelque chose dans cette liberté limbique dont vous avez besoin. Vous devez savoir à quoi ressemble cet accomplissement. Comme vous devez le vivre, il est utile de savoir à quoi ressemble la victoire. Oui, et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez commencer à ramener cette dopamine du futur à l'idée en sortant du lit. Je commence déjà à ressentir la victoire. Vous pouvez anticiper la victoire maintenant. Il y a en fait un article qui vient d'être publié à ce sujet. C'est un bon moment pour cette question qui souligne vraiment le fait que la gratification différée est contrôlée par la dopamine. C'est un article assez complexe, donc je ne veux pas entrer dans les détails. Mais ce qu'il montre, c'est que si vous savez qu'en retardant la gratification, cela en vaut la peine, vous commencez à obtenir cette augmentation de dopamine plus tôt. Donc, la gratification différée est, comme cela sonne, résister à l'envie, résister à la barre de chocolat ou résister à rester au lit ou quoi que ce soit. Mais cela peut commencer à provoquer la libération de dopamine. Maintenant, je ne suis évidemment pas David Goggins, je ne le serai jamais, mais la façon dont il décrit son processus est un peu différente. Je pense qu'au lieu de simplement dire « Oh, je me sens bien » en le faisant, il parle souvent de combien c'est très très difficile pour lui, mais quand vous parlez à des gens qui sont très bons pour surmonter la friction limbique, vous commencez à avoir l'impression que même si c'est très difficile pour eux de le faire, ils comprennent la grande récompense qui va venir plus tard. Et je pense que pour beaucoup de gens, le défi est qu'ils n'ont pas vécu ou qu'ils ne peuvent pas voir la victoire. Il est très difficile pour eux de surmonter la friction limbique, ce qui n'est pas une chose insignifiante, et de vivre la victoire. La friction limbique est une estune. C'est comme une voix retentissante dans votre cerveau et votre corps qui dit « Restez au lit, le sommeil est important ». J'ai entendu dans le podcast que le sommeil est important. Restez au lit, et pour passer outre, cela nécessite une immense quantité de ce que nous appelons la volonté, mais la volonté est un contrôle de haut en bas. C'est en quelque sorte aussi contraire à ce qui était exigé de nous en tant qu'espèce, comme la gratification instantanée est en bien des façons un mécanisme de survie, n'est-ce pas? Oui, je veux dire, si vous pouviez obtenir toute votre subsistance sans avoir à vous aventurer trop loin, pourquoi iriez-vous plus loin maintenant? L'évolution. L'évolution en avant de la culture dans notre espèce. Et les individus a été créé par des personnes qui étaient prêtes à aller de plus en plus loin. Je veux dire, en ce moment, nous parlons beaucoup d'Elon, n'est-ce pas? C'est lui qui est un peu du genre, eh bien, pourquoi se limiter à la Terre? Vous savez, ce qui est un concept cool. Mais cela existe dans tous les domaines, comme vous le savez. Rich Roll, notre bon ami, vous savez, chaque fois que nous surmontons le doute, le défi, le doute et le défi interne,
nous engageons ces mécanismes. C'est une partie essentielle du développement personnel. Est-ce une compétence? Absolument, c'est une compétence. Et il y a de la neuroplasticité dans ce circuit, c'est la chose qui n'est souvent pas discutée. Est-ce que la capacité à se concentrer est améliorée en se forçant à se concentrer? La capacité à dormir est améliorée en se relaxant davantage et en arrêtant de penser. Et la capacité de surmonter la friction limbique ne peut être créée que de deux manières. L'une est d'augmenter votre vigilance globale par la dopamine et la norépinéphrine. C'est pourquoi les gens prennent de l'Adderall et du Ritalin, boivent de la caféine, fument de la nicotine pour être plus alertes. Ils tentent de pirater biologiquement le système. Je pense que c'est beau quand les gens peuvent... Psychologiquement, je dirais que j'imagine toujours me griffer, tu sais, comme tu grifferais un animal ou tu te grifferais me forçant à le faire parce que pour moi, il est utile de me considérer à la troisième personne. C'est très difficile comme le cerveau est et la façon dont nous nous identifions en tant qu'individu. Je ne vais pas me référer à moi-même à la troisième personne. Je ne ferai pas ça. Il y a un nom pour ça en psychologie. Je ne le mentionnerai pas en clinique. Psychiatrie, nous avons fait une petite blague avant. Ça commence par un N. Oui, ça commence par un N et se termine par un M, ou oui, ou en tout cas, les narcissiques parlent généralement d'eux-mêmes à la troisième personne. C'est hilarant, n'est-ce pas? Parce qu'ils pensent tellement à eux-mêmes qu'ils parlent d'eux-mêmes à la troisième personne, révélant ainsi le micro-égo intérieur et mou du narcissique. Mais ce dont je parle, c'est de se considérer soi-même à la troisième personne, au service de la surcharge, de la friction limbique. Et parfois, nous avons ce récit qui est si étroitement lié à notre état immédiat que nous avons du mal à nous forcer à passer à un autre mode d'action. Il peut donc être très utile d'adopter une vision de vous-même qui vit dans l'anticipation de l'état futur dans lequel vous allez vous trouver, comme réussir à sortir du lit le matin. J'ai fait ça ce matin. Nous avons juste, hier soir, j'ai dit à ma partenaire, allons sauter dans l'océan demain matin. Nous nous sommes levés et il pleuvait. C'était un peu comme la plus petite matière, très brumeuse, et je me suis dit, oh mon Dieu, il va faire froid, et puis nous y sommes allés en voiture, et je ne lui ai pas dit parce que je ne voulais pas qu'elle sache ce que je pensais. Je déteste entrer dans l'océan quand il fait froid, je déteste absolument ça, mais ensuite nous sommes arrivés là, et en fait l'eau était juste un peu plus chaude que l'environnement extérieur, c'était magnifique, nous avons passé le meilleur moment, le meilleur bain dans l'océan le matin, et puis je l'ai vu après, et c'était merveilleux. Je me suis senti bien toute la journée en conséquence, mais vous savez, il a fallu un peu de dépassement. C'est un exemple récréatif léger, mais je pense que si nous pouvons commencer à voir ces systèmes de récompense et le contrôle de haut en bas comme des choses que nous pouvons moduler en temps réel, et l'utiliser avec parcimonie, je ne suggère pas que les gens le fassent pour tout. Ça peut être très épuisant de se forcer à la meilleure action tout le temps, mais regardez, je veux dire, les gens qui se remettent d'une addiction doivent le faire. C'est un processus du matin au soir. À quel point est-il important de lier cela pour ancrer ces systèmes neuronaux, ce recablage dont vous parlez? À quel point est-il important de lier cela à un certain sens de satisfaction ou de célébration? Vous savez, vous avez mentionné une sorte de réalisation plus tôt. Est-ce que cela est essentiel pour boucler la boucle? Surtout cela, il est donc très important de vivre une victoire à un moment donné. Mais une chose que beaucoup de gens perçoivent mal, c'est que nous devrions toujours célébrer nos victoires. Le système de la dopamine est très bon pour prédire les victoires. Et quand il peut prédire une victoire, si ces victoires arrivent régulièrement, vous commencez à réduire la quantité de dopamine qui est libérée en réponse à ces victoires. Cela semble un peu contre-intuitif, mais les propriétaires de casinos comprennent cela. Le modèle de renforcement qui fonctionne le mieux chez les animaux et les humains est le renforcement aléatoire intermittent. Donc, une chose que vous pouvez faire et que je suggère aux gens, c'est que si vous travaillez dur sur quelque chose ou si vous vous poussez vraiment, récompensez-vous parfois, mais supprimez occasionnellement la récompense. Car cela crée ce qu'on appelle une erreur de prédiction de récompense de la dopamine. Encore une fois, nous n'avons probablement pas le temps de nous pencher sur tous les. C'est un calcul. Analyse de ce qui maintient les choses. Les gens et les animaux motivés à continuer à poursuivre et le renforcement intermittent aléatoire est le programme optimal. J'ai fait un épisode de type masterclass sur la dopamine où nous nous sommes plongés dans le sujet, mais je n'ai pas vraiment proposé de protocole spécifique. Cela ressemblerait à quelque chose comme ça. Pendant votre période d'apprentissage ou de travail de 90 minutes, vous effectuez des tâches d'apprentissage par intervalle. Et de temps en temps, vous regardez l'horloge et vous dites « Oh, j'ai réussi à passer 30 minutes sans regarder mon téléphone. »
Parfois, vous pensez que ça fait du bien. D'autres fois, vous pourriez dire avoir atteint la marque des 45 minutes. Je vais prendre un café. Parfois, vous en prenez un peu, d'autres fois, vous passez outre et continuez à travailler. En prenant de petites victoires microscopiques, vous déplacez efficacement la ligne d'arrivée. C'est comme dans un jeu vidéo où vous ramassez des pièces pour vous donner du pouvoir, comme dans Pac-Man. Je suis un gars à l'ancienne et je ne joue pas aux jeux vidéo, mais c'est le principe de ceux auxquels j'ai joué. Super Mario. Je suis vraiment vieux et dépassé à cet égard. Alors pardonnez-moi, mais ce que vous faites, c'est que vous ramassez des vies supplémentaires ou des points, mais parfois vous ne prenez rien. Cela vous maintient en poursuite. Continuez à deviner. Continuez à deviner. Voyons une autre façon de faire cela. Je suggère aux gens d'éviter de superposer la dopamine. Heureusement, votre système de dopamine peut être activé par de nombreuses choses différentes. J'adore la sensation d'être reposé en allant à la salle de sport ou en courant en milieu de matinée après un café, en m'hydratant, en écoutant ma musique préférée par une belle journée ensoleillée. Mais c'est beaucoup de choses qui s'ajoutent pour la dopamine. Et ce qui se passe, c'est que si cela devient votre espoir et votre attente, c'est bien. Mais si cela devient votre exigence pour avoir une bonne course. Ou entraînement, vous êtes en difficulté parce que la prochaine fois, ce ne sera pas aussi excitant et vous ne serez pas aussi motivé. Vous ne vous en sortirez pas aussi bien. Alors cette année, ce que j'ai fait, c'est que tous les 3 ou 4 entraînements, je pense un peu au hasard, je laisse mon téléphone dans la voiture, je n'utilise pas de musique et je ne me permets aucun type de stimulant pré-entraînement. Donc je dois générer toute la force et l'énergie et tout ce que je vais faire à partir de processus internes. Et vous pourriez dire, eh bien c'est un peu masochiste. Pourquoi feriez-vous cela? C'est censé être amusant. Eh bien je vais vous dire, la prochaine fois que vous apportez vos écouteurs, vous écoutez de la musique, vous vous sentez comme un dieu là-dedans. Pourquoi? Parce que vous sécrétez tellement plus de dopamine, tellement plus de noradrénaline, tellement plus efficace pour la performance, mais ensuite, la prochaine fois, vous devez réduire la cadence. Donc, je suis excité par tous les outils qui existent, vous savez, il y a toutes ces choses comme l'amélioration cognitive, et les gens se branchent sur chaque appareil, et ils essaient de savoir si j'ai du bruit blanc en arrière-plan ou des métronomes et tout ça. Mais il est bon de ne pas ajouter trop de choses. Il y a d'autres exemples de cela où sont un peu plus malheureux. La pornographie est un très bon exemple. Il y a un énorme problème maintenant, parce que la pornographie est beaucoup plus facilement disponible sur Internet. Maintenant, enlevons simplement le genre de le moral. Évitons les jugements, d'accord? Ce n'est pas le sujet. Une discussion scientifique dirait qu'il y a une grande disponibilité et variété d'images très puissantes, qui se nourrit directement du système de dopamine et beaucoup de gens. Les jeunes qui grandissent en regardant beaucoup de pornographie intense souffrent de nombreux effets secondaires sexuels et ont du mal avec les interactions sexuelles dans la vie réelle parce que ces interactions ne sont pas aussi intenses que ce qu'ils voient. L'autre chose qui se passe, c'est que j'ai des collègues en psychiatrie qui travaillent sur ce sujet. Ils sont en train de câbler leur système nerveux pour être excités en regardant d'autres personnes avoir des relations sexuelles plutôt qu'eux-mêmes. Et ils rencontrent donc beaucoup de problèmes à ce niveau. Ce qui se passe, c'est que les niveaux de dopamine sont si élevés que le circuit de la vie réelle, c'est comme si c'était comme manger des aliments extrêmement savoureux qui submergent votre système à chaque papille gustative avec beaucoup de sel, de sucre, de graisse, au point que c'est juste et supposons délicieux. Je n'aime généralement pas ce genre de nourriture. Et puis, tout à coup, c'est comme si on vous servait un bol de riz ou une salade. Ça va vous sembler dégueulasse parce que vous êtes d'abord habitué à autre chose. Une mauvaise nuit de sommeil créera presque toujours un brouillard cérébral, sinon le premier jour, alors le deuxième. Le brouillard cérébral pourrait être dû à un manque d'adrénaline ou d'engagement dans ce que l'on fait. Il est incroyable de voir comment nous pouvons être si excités et engagés dans certaines choses et pas dans d'autres. J'ai donné des cours à de nombreux étudiants qui ressentent cela à propos de mon matériel. Je connais ce sentiment. Il y a cet endroit, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a ce bureau à Sydney, et chaque fois que j'entre dans cet endroit, je me sens littéralement si fatigué, et cela pourrait simplement être le type de conversation que j'ai habituellement dans ce cadre, et je ne suis pas totalement engagé, mais quelque chose me déclenche dans cet environnement où je me sens juste somnolent. Un faible renouvellement d'oxygène contribuera à une légère hausse de température. Faible renouvellement d'oxygène, ce genre de choses. Je veux dire, c'est le phénomène de la conférence post-déjeuner. Je n'enseigne plus aux étudiants de premier cycle.
mais je le faisais le soir en regardant par la fenêtre. Je préférais enseigner le soir aux étudiants de premier cycle car ils étaient plus bavards à ce moment-là. Je donne des conférences de 18h à 19h30. C'était génial malgré quelques personnes qui somnolaient. Et j'étais un étudiant qui avait du mal à rester éveillé en classe. Je pense que rester immobile juste à écouter le bourdonnement d'une voix. Vous savez, quand la température monte en classe, je m'endors rapidement. Certains de mes meilleurs sommeils ont eu lieu pendant les cours. Mais s'il vous plaît, ne dormez pas en classe. Si vous pouvez l'éviter, je pense que être activement engagé dans le matériel est très clé. Vous savez que j'ai fait un épisode sur le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et une des choses que j'ai apprises en recherchant cet épisode est que les personnes qui ont le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ont en fait une capacité remarquable à se concentrer s'ils aiment vraiment l'activité, ce qui vous dit que le système de dopamine qui est associé à vraiment aimer et poursuivre quelque chose est vraiment clé pour l'attention. Et sans surprise, le Ritalin et l'Adderall travaillent principalement à augmenter l'attention et la concentration en augmentant la dopamine et l'adrénaline. Donc, vous savez, je pense que si nous aimons un endroit et que nous aimons un sujet et que nous nous en soucions, nous avons tendance à être alertes pour cela. Et quand nous ne le sommes pas, nous nous égarons simplement. Ce qui est bien sûr, oui, comme c'est du bon sens, mais il semble que la partie la plus importante du piratage, la concentration et l'attention, est de trouver quelque chose que vous aimez faire. C'est vrai, et je dirais, trouve quelque chose que tu aimes vraiment faire. Et a un outil pour que quand tu dois t'engager dans des choses que tu ne veux pas faire, tu sais comment avancer centre de masse de toute façon, parce que je ne dis pas que les gens devraient poursuivre des choses dans la vie qu'ils détestent, mais une chose que j'ai faite quand j'étais à l'école, par exemple, il y avait quelques sujets que je n'aimais vraiment pas et j'essayais de me mentir à moi-même et de me dire que je l'aimais, mais ensuite, j'ai décidé, bon d'accord, l'adrénaline et la dopamine sont ces molécules d'alerte et je vais juste penser à combien je déteste ce sujet. Et alors, je pourrais activement détester ça. Non pas ennuyé par cela, mais combien je déteste activement ce sujet. Et tout à coup, vous obtenez cet engagement attentionnel, j'étais comme, tu sais, je vais vaincre ce sujet, juste pour prouver comme je vais lutter ce sujet au sol. Et donc j'ai pu le faire parce que je devais suivre le cours. Et puis, ce que vous trouvez qui est un peu ironique, c'est que si vous réussissez assez bien sur un sujet particulier, vous êtes comme j'aime bien ce sujet, tu sais, c'est toi, parce que tu as conquis quelque chose, donc je pense qu'il est bon de s'engager dans des choses et de trouver des choses que vous appréciez vraiment exploiter, ces systèmes de dopamine, mais... Regardez, il vient un moment et un lieu où vous devez vous pencher sur l'effort que vous n'avez tout simplement pas choisi, et c'est ça fait partie de devenir un adulte fonctionnel, je pense. Et c'est aussi quelque chose que Anna Lemke a discuté quand elle est venue sur mon podcast. Tu sais, beaucoup de jeunes ces jours-ci sont vraiment concentrés sur la recherche de leur passion et ils attendent quelque chose qui les engage tellement complètement que tout semble très facile. Et ils sont juste capables d'être au centre de masse tout le temps. Parfois, vous devez entrer dans les choses par la porte de derrière, ça. Et pour se sentir vraiment excité par quelque chose, vous devez avoir l'impression d'avoir travaillé à travers cette friction. C'est une réalisation en soi. Si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous faites défiler, et que vous ne savez même pas pourquoi vous faites défiler, comme vous ne savez même pas ce que vous cherchez, votre système de dopamine a été épuisé et vous devez faire une pause. Peut-être quelques heures, peut-être quelques jours. Je pense que les réseaux sociaux sont géniaux, j'y enseigne la science, je vous y vois souvent, il y a beaucoup d'excellentes interactions sociales. Il y a beaucoup d'opportunités d'apprendre et de voir des choses. Certaines sont drôles, certaines sont intéressantes, certaines sont dérangeantes. Mais lorsque vous vous engagez dans quelque chose sans même savoir ce qu'est la victoire, vous finissez par vous engager de manière réflexive. Votre système de dopamine est maintenant en chute libre et c'est un problème sérieux. Donc l'autre chose est qu'une image vaut 1000 mots et un film vaut 1000 images. Notre système visuel est tellement réglé pour regarder le mouvement. Et pour voir des films, donc vous regardez un film. Après film après film après film, ce qui se passe, c'est que le contexte change constamment. Le cerveau humain n'a jamais été confronté à un changement de contexte aussi rapide. Vous savez, un kit de télévision, vous savez, est passé de 6 chaînes à 12, puis à 200, mais c'est la première fois que vous pouvez vous promener avec votre télévision. Vous pouvez la voir dans votre voiture, sur votre téléphone ou dans l'avion. J'utilise donc les médias sociaux et l'Internet beaucoup, contrairement aux emails ou à la lecture d'un article en ligne. Les médias sociaux, vous savez, vous pouvez parcourir 1000 ou 100 contextes différents en 5 minutes.
Et c'est un grand dépassement pour le cerveau. Et ensuite, le reste du monde semble un peu ennuyeux. Vous savez, vous voyez des gens au dîner qui font défiler leur téléphone. C'est parce que, en fait, le cerveau veut de la nouveauté. Il cherche constamment de la nouveauté ces jours-ci. J'éteins mon téléphone le soir, je suis un peu dessus, mais je trouve que je suis un peu fatigué du téléphone. Je pense que beaucoup de gens en sont à ce point où ils se disent « Ah, je vais sur les réseaux sociaux 1 ou 2 heures par jour, mais cela devient un peu inutile. » Oui, mais vous avez raison, il a sa place, mais c'est bien de pouvoir connecter comment vous interagissez avec, comment vous l'utilisez et vos sentiments avec la science. Parce que alors, soudain, vous prenez le contrôle. Ouais, et j'utilise le téléphone. J'essaye de ne pas regarder mon téléphone pendant la première heure où je suis debout. Généralement, je tiens environ 30 minutes pendant que je fais ma promenade. Je veux télécharger tout ce que j'ai traité pendant mon sommeil. Et notez quelque chose, le téléphone n'est pas sinistre. C'est notre surutilisation qui est sinistre. C'est comme les calories ne sont pas mauvaises. C'est la surconsommation de calories qui est mauvaise. Ce n'est pas compliqué. Mais je pense que savoir que le système de dopamine est ce qui vous a fait commencer avec le téléphone. Mais la raison pour laquelle vous faites défiler n'est pas pour plus de dopamine. C'est parce que c'est parce que vous cherchez ce grand pic de dopamine. Vous ne le savez pas, c'est inconscient. Mais c'est ça. La quantité de dopamine que vous obtenez de chaque publication individuelle est minuscule. Au début, tout était minuscule, puis il s'agit de revenir à la normale. Quand vous commencez une activité amusante, vous avez un grand pic, puis un creux, et enfin un retour à la normale. Cependant, si vous vous engagez trop souvent dans cette activité, l'organisation du système de dopamine fait qu'au final, vous vous y engagez uniquement pour le bien-être qu'elle procure. Vous vous battez simplement pour être normal et neutre, comme je l'appelle, et c'est ça, c'est l'addiction. C'est l'utilisation compulsive de quelque chose juste pour se sentir bien. Ce n'est pas du plaisir. L'essentiel à comprendre est que pour la majorité des adultes d'environ cet âge, 18 à 20 ans et plus, la consommation quotidienne de caféine ne sera pas un problème à condition qu'elle n'induise pas d'anxiété et certainement à condition qu'elle n'induise pas d'attaque de panique et à condition qu'elle ne perturbe pas votre sommeil nocturne. C'est pourquoi je recommande toujours que si vous allez consommer de la caféine sous n'importe quelle forme, café, thé, soda ou autre, que vous essayez de ne pas ingérer de caféine dans les 8 et idéalement dans les 10 ou même 12 heures avant l'heure du coucher. C'est parce que la demi-vie de la caféine est telle que même si vous êtes capable, par exemple, de prendre une tasse de café vers 3 heures de l'après-midi ou 4 heures de l'après-midi et ensuite vous endormir vers minuit, l'architecture du sommeil que vous obtenez va être perturbée. Par exemple, il est très important que vous obteniez des quantités suffisantes de sommeil profond à ondes lentes ainsi que de sommeil à mouvements oculaires rapides chaque nuit. Et si vous consommez de la caféine trop près de l'heure du coucher, et ici je définis trop près comme étant de 8 à 12 heures avant d'aller dormir, il y a de fortes chances que vous n'obteniez pas autant de sommeil à mouvements oculaires rapides ou de sommeil à ondes lentes que vous le feriez autrement. Et c'est la quantité de sommeil à mouvements oculaires rapides et de sommeil à ondes lentes qui ensemble déterminent si vous avez l'impression d'avoir bien dormi en termes d'alerte et de capacité cognitive le jour suivant. Certains peuvent consommer de la caféine tard dans la journée, voire la nuit, et quand même s'endormir. Mais je vous promets, même si vous êtes dans cette catégorie, vous dormirez beaucoup mieux, ce qui signifie que l'architecture de votre sommeil sera meilleure et vous vous sentirez beaucoup plus reposé le lendemain si vous vous abstenez de caféine dans les 8 à 12 heures précédant l'heure du coucher. Et je devrais aussi dire que personne n'est parfait, moi y compris. Il m'arrive parfois de prendre une tasse de café en fin d'après-midi et parfois cela me fait rester éveillé un peu plus tard, parfois non. Je ne pense pas que vous devriez vous obséder ou vous inquiéter trop d'avoir de la caféine de temps en temps en fin d'après-midi si vous êtes toujours capable de vous endormir. Mais n'en faites pas une habitude régulière. Maintenant, autant que nous sachions, il n'y a aucun inconvénient à consommer de la caféine quotidiennement. Encore une fois, à condition que cela ne perturbe pas votre sommeil nocturne et que cela n'induise pas d'anxiété. En fait, la plupart du monde consomme de la caféine chaque jour. Les estimations actuelles sont que 90%, c'est vrai, 90% des adultes dans le monde consomment une boisson contenant de la caféine chaque jour. C'est un nombre étonnamment élevé, faisant de la caféine la drogue la plus populaire au monde. En fait, la caféine fonctionne en bloquant efficacement les récepteurs de l'adénosine, ce qui rappelle son mode d'action.
L'adénosine est une molécule qui s'accumule de plus en plus dans votre cerveau et votre corps en fonction de la durée de votre réveil. La caféine empêche l'effet soporifique de l'adénosine en bloquant son récepteur. Et puis, lorsqu'elle est délogée de ce récepteur, toute l'adénosine qui s'est accumulée et qui est présente peut alors se lier au récepteur de l'adénosine et vous donne une très grande envie de dormir. C'est le crash de la caféine. Donc, si 90% de la population adulte de la planète Terre consomme de la caféine tous les jours, cela signifie que 90% de la population adulte de la planète Terre bloque ces récepteurs d'adénosine pendant une partie de leur vie quotidienne, puis leur adénosine se lie aux récepteurs vacants une fois que la caféine a été délogée. Et pourquoi 90% des adultes humains consomment-ils de la caféine tous les jours? Eh bien, pour se sentir plus énergique, plus concentré, pour avoir plus d'énergie, à la fois cognitive et physique. Maintenant, bien sûr, la plupart des gens ne se promènent pas en pensant « Oh, la caféine me donne plus d'énergie, plus de concentration, etc. etc. » La plupart des gens consomment de la caféine tous les jours et consomment de la caféine tous les jours pour se sentir, entre guillemets, normaux, pour être à leur niveau de base de capacité cognitive et d'énergie physique, et ainsi de suite. En réalité, les données montrent que la caféine est un amplificateur cognitif qui peut améliorer l'apprentissage, la mémoire et augmenter l'énergie physique. Elle peut augmenter l'endurance mentale et physique, mais une caractéristique de ces études qui n'est pas souvent discutée, mais qui a cependant été discutée dans l'épisode complet sur la caféine, c'est que les études sur la caféine sont généralement réalisées en prenant des utilisateurs chroniques de caféine et en les faisant s'abstenir de caféine pendant une certaine période, généralement de 4 jours à 2 semaines, période pendant laquelle ils subissent un sevrage de la caféine. Ils se sentent mal, avec la tête embrumée et moins d'énergie. Il y a un certain malaise, parfois même une légère dépression. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils font prendre de la caféine aux gens et passent un examen cognitif ou font une activité physique et comparent leurs performances à ce qu'elles étaient lorsqu'ils étaient en état de sevrage. Une autre forme typique d'étude sur la caféine consiste à prendre des personnes naïves à la caféine ou qui ne prennent jamais de caféine, puis à leur faire ingérer de la caféine et ensuite à mesurer leurs performances cognitives et ou physiques. Et dans les deux cas, on constate des améliorations. Ce que je dis ici, c'est que la consommation quotidienne de caféine ne va pas entraîner d'amélioration des capacités cognitives ou des capacités physiques au-dessus de son niveau de base, à moins que vous ne vous absteniez de caféine pendant une certaine période, généralement de 4 jours à 2 semaines auparavant, ou que vous ne soyez pas quelqu'un qui ingère habituellement de la caféine. En d'autres termes, 90% de la population mondiale consomme de la caféine quotidiennement pour être à leur niveau normal de fonctionnement mental et physique. Si vous consommez de la caféine, faites-le en début de journée. Comme mentionné, je suis un grand partisan de retarder la première prise de caféine jusqu'à au moins 90 minutes après le réveil pour éviter le coup de barre de l'après-midi. J'en ai beaucoup parlé dans le podcast. Il existe de nombreux clips en ligne qui expliquent la logique derrière. Et si vous ressentez une baisse d'énergie dans l'après-midi, je recommande de retarder votre prise de caféine le matin à 90 à 120 minutes après le réveil. Maintenant, pour les personnes qui veulent obtenir un véritable effet d'amélioration cognitive et de performance de la caféine, encore une fois, vous allez devoir vous abstenir de caféine pendant environ 4 jours. Pour les consommateurs réguliers de caféine, ça va être dur. Cela entraînera des maux de tête, un brouillard cérébral et des sentiments de malaise. La dernière fois que j'ai arrêté de consommer de la caféine pendant 4 jours, ou même une semaine, c'était quand j'étais malade. Je tombe rarement malade, mais dans ces cas-là, j'évite généralement la caféine. Et parfois, je me demande si le malaise que je ressens à cause de n'importe quelle chose virale ou bactérienne avec laquelle je pourrais être confronté quand je suis malade, est en partie le malaise du sevrage de la caféine. Je me sens définitivement mieux quand je recommence à boire de la caféine, mais cela coïncide souvent avec le soulagement des symptômes sinusaux et d'autres symptômes liés à la maladie. Donc ce n'est pas une bonne expérience. Je ne peux pas distinguer ces variables. En somme, la caféine ne semble pas avoir d'effet négatif majeur pour la majorité des adultes. Et il y a eu des rapports épars ici et là, chez les humains, montrant que l'ingestion de caféine peut augmenter les récepteurs de la dopamine, ce qui vous permettra effectivement de tirer davantage parti de la dopamine que vous produisez. C'est pourquoi la caféine a un effet élévateur d'humeur ainsi qu'un effet élévateur d'énergie. Il est important de noter que certaines personnes ne tolèrent pas la caféine. Elle les rend trop nerveux et anxieux, provoquant transpiration et palpitations cardiaques. Pour ces personnes, il est très difficile de développer une tolérance à la caféine pour en profiter.
Ce sont les personnes qui peuvent même ressentir un battement de cœur et une grande énergie provenant du café décaféiné, quelque chose qui pour moi est juste un concept étranger. Mais certaines personnes sont tellement sensibles à la caféine que même les petites quantités de caféine dans le chocolat ou le café décaféiné les rendent trop alertes et ils devraient s'abstenir de caféine. Je ne pense pas qu'ils nuisent en aucune façon à leur santé en s'abstenant de caféine. Pour en revenir à la question initiale sur la consommation quotidienne de caféine, la personne poursuit en disant que, après quelques semaines de consommation quotidienne de caféine, les effets négatifs l'emportent sur les positifs. Sommeil de mauvaise qualité, manque d'appétit, anxiété, etc. Sans caféine, ils sont plus attentifs et leur méditation est meilleure, mais ils sont léthargiques et moins motivés. Les symptômes décrits sont caractéristiques d'une surconsommation de caféine, sans nécessairement relever d'un abus. Cependant, la caféine peut être consommée de manière excessive, notamment sous forme de pilules à forte dose. Nous ne parlons pas de cela, mais cette personne décrit le schéma classique de surutilisation de la caféine et le schéma classique de sevrage de la caféine lorsqu'ils arrêtent de la prendre. Alors, que devrait faire une personne comme celle-ci? C'est une question importante à laquelle il faut répondre, car beaucoup de personnes consomment quotidiennement de la caféine. Ils ne ressentent pas non plus l'effet stimulant de la caféine et la consomment seulement pour se sentir normaux, se concentrer et avoir des niveaux d'énergie habituels. Mais s'ils essaient d'arrêter, ils se sentent pire. Il existe plusieurs façons d'y parvenir. Vous pouvez réduire progressivement votre consommation de caféine sur une période de 4 à 7 jours, mais la plupart des gens n'ont pas la discipline ou ne veulent pas passer du temps à le faire. Mais si vous le souhaitez, la façon de le faire serait de le réduire d'environ 10 ou 15% par jour. Vous pouvez le faire par volume ou par concentration de café, par exemple. Une manière plus simple de procéder à tout cela qui vous permettra toujours d'obtenir certains des effets améliorant les performances de la caféine et pourtant de ressentir beaucoup moins de sevrage serait 2 choses. Tout d'abord, limitez votre consommation de caféine à 2 ou 3 jours. Donc encore une fois, cela pourrait être en volume ou en concentration, probablement plus simple en volume. Donc, au lieu de boire un café de 8 onces le matin, vous pouvez opter pour 4 onces de café normal et 4 de décaféiné, ou simplement vous contenter de 4 onces de café. Vous faites cela pendant 3 ou 4 jours, puis vous prenez peut-être une journée entière sans caféine, peut-être une autre journée entière sans. Vous allez vous sentir beaucoup moins mal ces 2 jours, ayant réduit de moitié votre consommation de caféine les 4 jours précédents que si vous aviez arrêté brusquement. Et puis vous revenez à la consommation de caféine, mais vous revenez à la consommation de caféine à ce dose de 50% de caféine ou ce qu'elle représentait pour vous. Vous poursuivez ainsi votre routine quotidienne. Et puis de temps en temps, lorsque vous voulez les effets améliorant les performances de la caféine, vous revenez à ce qui était votre dose originale, qui est maintenant le double de ce que vous prenez quotidiennement. Donc, ce dont nous parlons vraiment ici, ce n'est pas d'arrêter net. Nous ne parlons pas d'arrêter la caféine indéfiniment. Ce dont nous parlons, c'est de réduire de moitié la quantité de caféine que vous consommez pendant environ 4 jours, d'accord, plus ou moins 1 jour, puis de prendre 2 jours de repos complet de la caféine, puis de revenir à cette demi-dose de caféine indéfiniment. C'est votre nouvelle base de consommation de caféine. Et de temps en temps, pour plus de stimulation, vous doublez votre dose de caféine ou buvez un café 2 fois plus concentré. Nous devrions reconnaître que la plupart des gens ne vont pas être vraiment précis sur la quantité d'onces et la quantité de caféine. Cependant, il est facile de savoir que vous réduisez votre consommation de caféine. Ne pas consommer de caféine pendant quelques jours permet de savoir si on en est dépendant. Il est clair que doubler la quantité de caféine n'est pas une source d'inquiétude majeure, même si l'augmentation est exactement du double. Vous pourriez boire 1,5 fois plus que ce que vous avez bu la veille, ou vous pourriez boire 3 fois plus. Vous le sentiriez à coup sûr en buvant 3 fois plus. Il est crucial de comprendre que n'importe quel jour où vous augmentez significativement votre consommation de caféine au-delà de votre niveau habituel, que ce soit 0, 200 ou 400 mg, en doublant cette dose, vous ressentirez un regain d'énergie considérable. Et le lendemain, vous allez ressentir le contre-coup de cela. Vous allez vous sentir plus léthargique. Vous n'allez pas vous sentir très bien. Cela a à voir avec la modulation des récepteurs de la dopamine. Cela a à voir avec la modulation des récepteurs de l'adénosine. L'essentiel est de ne pas maintenir une consommation élevée de caféine comme beaucoup le font. Ils établissent ainsi une nouvelle norme plus élevée, juste pour se sentir normal. L'essentiel est de réussir à passer cette journée de crash, de réussir à passer cette journée où vous vous sentez un peu moins bien, ou peut-être même un peu déprimé. Sortez un peu, prenez un peu plus de soleil,
Nous savons que cela stimule positivement votre cortisol, n'est-ce pas? Il peut augmenter les catécholamines et la dopamine. Prenez plus de soleil, bougez davantage, sortez, faites quelque chose pour contrer ces sentiments de malaise et revenez à votre consommation habituelle de caféine. Il est inutile de devenir si quantitatif que vous rendez votre vie misérable en mesurant les choses comme un chimiste de laboratoire. Si vous êtes de ce type et que vous voulez le faire, allez-y. Mais à moins que vous ne preniez de la caféine sous forme de pilule, il est très difficile d'être extrêmement précis sur les quantités de caféine que vous ingérez. Donc il est acceptable de l'estimer à vue, mais comprenez le contour de comment fonctionne la caféine et d'où vient l'effet d'amélioration des performances de la caféine. Il vient d'une consommation de caféine au-dessus de la normale. Comprenez que chaque fois que vous dépassez la normale avec votre consommation de caféine, il y a le potentiel de ressentir une certaine anxiété. Comprenez cela. Il y aura un léger effet de sevrage qui dure environ 24 à 48 heures. Combattez pendant cette courte période et vous reviendrez là où vous avez commencé et où vous devez être afin que vous puissiez profiter de la caféine au quotidien et en tirer les avantages. Car il y a de nombreux avantages à boire de la caféine et à éviter certains des risques potentiels. L'apprentissage délibéré est un processus en 2 étapes, différent de l'apprentissage passif des enfants qui se produit constamment. Les bébés assimilent sur 1000 de nouvelles informations, mais leur cerveau n'est pas une tabula rasa complète. Certaines fonctions sont préprogrammées. Ils se présentent avec Dieu merci, comme la respiration, comme le rythme cardiaque. Contrôler le rythme cardiaque, ça aide. Cela aide, je veux dire, vous savez, décharger autant que possible sur le programme génétique pour câbler le système nerveux afin qu'il puisse apprendre à marcher, et la marche est un bon exemple. Un enfant apprend à marcher, puis marche de manière réflexe. Mais bien sûr, à n'importe quel stade, vous pouvez réfléchir à la façon dont vous marchez. Vous faites de la marelle, et vous devez changer votre cadence de saut et de marche. D'accord, alors? C'est cette transition flexible entre le mouvement volontaire et involontaire, mais vous devez apprendre à marcher. Et donc, mais ce dont nous parlons maintenant est généralement un apprentissage délibéré, l'apprentissage des langues, l'apprentissage des compétences, l'apprentissage des connaissances de tout genre. Apprendre comment, tu sais, naviguer dans les dynamiques émotionnelles d'une relation. Quoi que ce soit 2 phases, l'une est l'engagement actif et se concentrer beaucoup sur le déclencheur de la neuroplasticité en tant que processus est engagé par la dopamine et la norépinéphrine et une molécule appelée acétylcholine qui est libérée de plusieurs sources dont nous avons toujours parlé de la façon dont l'acétylcholine contrôle la contraction des muscles. Mais dans le cerveau, l'acétylcholine provient principalement de 2 ensembles de neurones, l'un dans le tronc cérébral et l'autre dans le prosencéphale basal, et elle sert de sorte de surligneur marquant des connexions particulières, ou des neurones qui ont ensuite une chance de devenir plus forts. Alors laissez-moi donner un exemple. Je ne parle pas de langue étrangère, mais supposons que je décide d'apprendre le français oral. J'apprendrai quelques noms et verbes, je me concentrerai là-dessus. Et plus je me concentre, plus une grande quantité d'acétylcholine est libérée à ce moment-là. Dans certaines zones cérébrales, ils sont impliqués dans la prononciation des mots et la compréhension de l'écrit en plusieurs points du cerveau. Cela marque ou signale ces zones comme pouvant potentiellement changer plus tard. Mais le véritable recablage du système nerveux se produit pendant les états de sommeil profond ou les états semblables au sommeil. La neuroplasticité est la capacité du cerveau à s'adapter en fonction de l'expérience vécue. C'est un processus en 2 parties, pas un événement. En biologie, presque tout est un processus, même si on a tendance à penser en termes d'événements. Donc, la conclusion à tirer de ceci est que pour apprendre à tout âge, le plus important est d'apporter autant de concentration et d'engagement actif à l'apprentissage. L'encodage de l'information, l'introduction de l'information, et ensuite que vous atteigniez un état de repos profond, aussi rapidement que possible. Typiquement, cela serait la nuit, après avoir appris, après avoir eu ce déclencheur, mais il y a de belles études publiées dans Cell Reports l'année dernière et l'année précédente montrant que les personnes qui font une sieste de 20 minutes dans les 4 heures après ces déclencheurs d'apprentissage ou les personnes qui suivent un protocole de repos profond sans sommeil, même simplement assises tranquillement, sans rien faire. Ils apprennent plus rapidement, autrement dit, leur cerveau se reconfigure plus vite. C'est très intéressant ce qui se passe. Et très intéressant, nous savons depuis longtemps que pendant le sommeil, il y a une relecture des neurones dans la même séquence qu'ils ont été joués pendant l'activité. Auparavant dans la journée, parfois à l'envers. Pour une raison inconnue, les chansons semblent être jouées à l'envers la nuit. Nous ne devrions pas trop nous concentrer là-dessus pour l'instant.
Mais cette relecture permet de consolider les informations apprises. C'est pourquoi il faut essayer physiquement. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Et puis vous revenez une semaine plus tard, et voilà, vous pouvez le faire. Vous avez eu l'opportunité de changer les circuits neuronaux, de sorte que maintenant, vous pouvez le faire. Ces périodes de repos profond sans sommeil, ou ces siestes légères de 20 à 30 minutes, créent également une relecture ou une activation des neurones. Mais il y a un outil supplémentaire, donc désolé, je devrais dire qu'il y a un outil qui est de se concentrer autant que possible, mais ensuite de se détendre profondément. Vous savez, les gens pensent que l'attente est que vous allez être comme un faisceau de concentration pendant 90 minutes. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez clignoter et sortir. Vous allez vous distraire et revenir. La concentration est un processus actif pour ramener l'attention. C'est plus facile sans téléphone. Il est bien plus facile de se passer du téléphone en utilisant Freedom, un programme gratuit en ligne qui permet simplement de couper Internet. C'est très douloureux, mais il y a quelque chose de profondément satisfaisant à terminer l'un de ces combats de 90 minutes. On se sent vraiment bien dans son cerveau et son corps, car nous avons été conçus pour cela. Ça se ressent définitivement comme une corvée à un certain stade. Oh oui, et cette friction et cette anxiété que nous ressentons parfois, c'est de l'adrénaline. L'apprentissage est censé être stressant. Les films ont déformé la notion d'apprentissage, suggérant qu'il suffit de s'asseoir pour apprendre. Ne pensez pas qu'en prenant l'épée, vous aurez soudainement les compétences. Ça ne marche pas ainsi. Je veux dire, c'est friction, et certains jours sont bons et certains jours sont pires. Un meilleur sommeil est généralement bénéfique. Les gens tentent souvent d'optimiser leur consommation de caféine. Le bruit de fond et la musique peuvent aider. Pas de musique, adaptez les choses à votre situation. Mais vous êtes neuf, après environ 90 minutes. Vous devriez vraiment faire une pause et laisser votre esprit se reposer un peu idéalement. Vous feriez une sieste de 20 minutes ou une sieste de 30 minutes, ou vous feriez un protocole de repos profond sans sommeil dans le premier. Vous devriez faire une pause et laisser votre esprit se reposer. Idéalement, une sieste de 20 à 30 minutes ou un protocole de repos profond sans sommeil dans les 4 heures suivantes. Beaucoup ont des exigences et passent directement d'une séance de 90 minutes à la somnolence. Le sommeil est l'outil le plus puissant pour câbler le système nerveux. Il existe des outils pour entrer dans un sommeil profond et rester endormi. De plus, la littérature sur les effets d'apprentissage par intervalle a été examinée pour l'apprentissage des compétences physiques, la musique, les mathématiques, etc. Ou si toutes les quelques minutes, juste au hasard pendant votre... Après un apprentissage intense ou une concentration soutenue, prenez une pause de 10 secondes et ne faites rien. Que vos yeux soient ouverts ou fermés, l'essentiel est de laisser votre cerveau se détendre pour favoriser l'apprentissage. Augmente réellement, et la raison est qu'ils ont maintenant fait de la neuroimagerie sur cela. D'excellentes études publiées dans de grands journaux montrent que pendant ces petites pauses que vous prenez, il y a une relecture des neurones très rapide, à quelque chose comme 10 ou 20 fois la vitesse à laquelle normalement il le répéterait. Donc vous obtenez plus de répétitions en arrêtant de temps en temps. Maintenant, vous devez réellement faire le travail et combien de ces pauses à insérer, et cela devrait être aléatoire. Donc il y a quelques applications gratuites là-bas. Vous pouvez régler comme un buzzer aléatoire ou juste de temps en temps pendant que vous écrivez ou essayez de faire quelque chose. Vous faites juste une pause et ne faites rien. Où était cet outil quand j'étais à l'école? Ouais, exactement. Et je pense que la science sur cela remonte à environ 20 ans. Mais ce n'est que maintenant qu'il y a assez de ce que j'appelle une sorte de centre de masse autour de ces études qui pointent vraiment vers le fait que les effets de l'apprentissage par intervalle sont vraiment forts, ils sont très bénéfiques, vous apprenez plus vite, donc c'est le focus. Repos, focus, repos, focus, repos. Et cela peut être fait à un niveau micro, comme dans ce bloc de 90 minutes. Inventons un chiffre pour le plaisir, afin que les gens aient quelque chose à quoi se raccrocher. Si vous allez vous asseoir et faire 1 heure de travail, disons que pour chaque 60 minutes de concentration ou d'apprentissage que vous essayez de faire, introduisez une trentaine de pauses de 10 secondes au hasard, et vraiment au hasard. Pas à intervalles réguliers, et puis plus tard dans la journée. Si vous pouvez faire un NSDR, Non-Sleep Depressed, et si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, vous n'apprendrez pas aussi vite. Mais vous apprendrez toujours si vous arrivez à bien dormir cette nuit-là. Si vous dormez mal une nuit, vous apprendrez quand même, mais moins bien. La nuit suivante, vous aurez peut-être l'occasion de coder cette information. La neuroplasticité nécessite un déclencheur fort, et c'est lors d'une relaxation profonde que le véritable recablage se produit, avec quelques exceptions. Mais je devrais juste mentionner, parce que cela nous ramène à un point précédent, que lorsque vous pensez aux outils que les gens utilisent pour améliorer la concentration, le Ritalin, l'Adderall,
la L-tyrosine, des quantités excessives de caféine, la nicotine, tout cela aide avec la partie déclencheur, mais ils n'aident pas avec la partie relaxation. Et donc beaucoup de gens n'apprennent pas, ils deviennent juste très bons à faire. Mais ils n'apprennent pas réellement. Donc les personnes très efficaces, quel que soit le lieu de travail ou l'activité, sportive ou cognitive ou autre, se débrouillent très bien parce qu'ils sont très bons pour réguler la bascule de la concentration, se détendre, se concentrer, se détendre. Et à long terme, c'est aussi très bénéfique pour la santé, plutôt que de l'épuiser. Je veux dire, je connais une douzaine de personnes ou plus qui ont très bien réussi en affaires ou en académie, qui sont un désastre. Je veux dire, ils sont physiquement un désastre, ils sont émotionnellement un désastre, ils sont mentalement un désastre, leurs relations sont un désastre. Les personnes que je considère comme réussies sont celles qui réussissent très bien dans plusieurs domaines de la vie. Et cela correspond presque toujours à une capacité à s'engager et à se désengager délibérément, à s'engager et à se désengager délibérément. Et merci à Matthew Walker et à d'autres qui ont souligné l'importance du sommeil. Vous savez, Matthew a été le premier à tenter de convaincre le monde que l'idée de dormir quand on sera mort est vraiment stupide. Et écoutez, je pense que c'est un fait que, pour être bon en quoi que ce soit, à moins d'être un talent absolu, vous devez vous appliquer et travailler dur, et parfois travailler plus longtemps et plus dur que vous ne le souhaitez ou que ce n'est pas bon pour votre santé, et c'est une réalité. Mais Matt, je pense, a vraiment souligné que le sommeil est important pour l'apprentissage et un certain nombre d'autres aspects de la santé. Je pense que la capacité à basculer entre les états engagés et désengagés et à voir ce processus entier s'engager et se désengager dans le contrôle dynamique de cela et le contrôle délibéré de soi, c'est un super pouvoir et nous avons tendance à ne regarder qu'un côté de l'équation, l'inclinaison. Je pense toujours que la façon dont j'aime le voir n'est pas tant une bascule, c'est que vous pouvez être en arrière sur vos talons, à plat ou en avant, centre de masse. J'ai volé ça de Pat Dawson, le fondateur, a fait 9 ans dans les équipes SEAL. Et donc j'aime ça, ce centre de masse en avant est génial, mais c'est énergétiquement exigeant et vous devez apprendre à revenir à plat de temps en temps. Maintenant, quand vous êtes en arrière sur vos talons, c'est un signe que probablement vous passiez trop de temps avec le centre de masse en avant. Personne ne veut parler de ça. Mais les gens qui s'acharnent rarement réussissent et puis simplement décollent et font autre chose. Je pense que les humains ont maîtrisé ce processus d'engagement et de désengagement sur une échelle de temps plus longue. Travailler dur, jouer dur, ou ils prendront de longues vacances. Mais ce dont je parle, c'est de faire ça. C'est au cours de la journée dont je parle, de réguler votre système nerveux dans l'unité de la journée, ou même dans l'unité du matin, ou dans l'unité de l'après-midi, et je pense que c'est un créneau de temps beaucoup plus utile, du moins pour moi, pour conceptualiser cela. Parce que l'idée que vous allez, vous savez, vendre l'entreprise ou lancer le truc, et puis ensuite vous vous reposerez, d'accord? Mais vous pouvez être tellement plus efficace si vous savez comment contrôler dynamiquement votre système nerveux en temps réel. Et les grands athlètes savent comment faire cela. Les grands musiciens savent comment faire cela, même dans l'exécution d'un morceau de musique ou dans une course. Ils savent comment réserver de l'énergie pour pouvoir donner un coup de fouet à la fin ou dans le milieu universitaire. Vous apprenez. J'étais toujours sur le système trimestriel qui est un système de 10 semaines. Vous apprenez à vous rythmer tout au long du trimestre parce que sinon vous arrivez en hurlant à la fin et vous avez ensuite 2 semaines de congé et c'est vraiment stressant. Vous essayez juste de récupérer votre santé et puis vous êtes de retour dans un autre cycle. Donc je pense que l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas très doué pour ça, mais l'une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à maintenir un laboratoire et à faire un podcast, vous savez. J'aime penser que vous pouvez interroger mes proches, vous savez. Décent, vous savez. Assez efficace dans ma vie personnelle. C'est que je pense tout le temps, est-ce que je pousse trop fort, vous savez? Oui ou non, il y a des moments pour se pencher. Avancer avec le centre de masse vers l'avant peut être fait, mais ne vous méprenez pas. Peut être fait, si vous le vouliez, en buvant de la caféine, vous savez, dans les compléments dont nous avons parlé plus tôt. La pharmacologie mentionnée précédemment se concentre principalement sur l'engagement dans une poursuite inspirée et motivée, puis sur la taille physiologique du repos profond, non-sommeil. Rêverie, tout cela est très utile, mais la base de tout ce processus, il y a une 3e couche qui est le sommeil quand vous avez. Un bon repos vous permet de vous engager plus facilement dans cette chose de centre de masse vers l'avant à plat. Quand le sommeil souffre, tout souffre. Je demande toujours aux gens qui pensent avoir un déficit d'attention ou de l'anxiété
comment va leur sommeil. Il faut toujours commencer par le sommeil, car un bon sommeil améliore tout. Une fois cela en place, vous pouvez penser aux autres processus. Un bon sommeil pour moi, c'est que vous vous endormez relativement facilement, vous vous réveillez au plus une fois. Il est en fait assez normal de se réveiller une fois au milieu de la nuit et d'aller aux toilettes et de se rendormir. Car beaucoup de gens paniquent lorsqu'ils se réveillent et pensent que leur sommeil est perturbé ou que leur score Whoop ou Aura est décalé. Et je ne pense pas que ce soit si grave. Idéalement, vous ne le faites pas. Mais beaucoup de gens ont ce qu'on appelle une nocturie, qui est un besoin d'uriner la nuit. Donc, ça arrive. Le chemin vers une bonne nuit de sommeil commence le matin. Réveillez-vous si vous voulez être alerte. Mettez autant de lumière vive dans vos yeux que possible, mais jamais une lumière douloureuse à regarder car elle peut endommager les yeux. Idéalement la lumière du soleil, donc si vous vous réveillez tôt et que le soleil n'est pas levé, allumez des lumières vives pour être éveillé. Mais si le soleil est levé, ou une fois que le soleil est levé, sortez sans lunettes de soleil. Et oui, vous devez sortir. Vous ne pouvez pas faire cela à travers une fenêtre ou à travers le pare-brise d'une voiture et mettez de la lumière vive dans vos yeux. Elle n'a pas besoin de vous éblouir directement, mais indirectement ou dans la direction générale du soleil, c'est bien. Porter des lunettes correctrices ou des lentilles de contact est bien, même si elles ont des filtres ultraviolets. Cette lumière peut atteindre les neurones de l'œil qui déclenchent tout un ensemble de processus. Cela déclenche une grande augmentation du cortisol, mais c'est une augmentation saine qui conduit à l'alerte, déclenche une augmentation de la température corporelle, ce qui est important pour se réveiller. Il y a tout un ensemble de processus là-bas, et cela met un minuteur sur la libération de la mélatonine, de sorte qu'environ 16 heures plus tard, vos niveaux de mélatonine vont augmenter. Combien de temps pour voir la lumière? Eh bien, partout, de 10 à 30 minutes selon la luminosité. Si vous vous réveillez et que vous sortez et qu'il est 9 heures du matin et qu'il fait très clair et que vous êtes sur un champ de neige, cela prendra probablement 30 secondes. Si vous êtes au plus profond de l'hiver au Royaume-Uni et que vous sortez et qu'il y a beaucoup de nuages, peut-être 20 minutes, vous pouvez vérifier votre téléphone là-bas, vous pouvez faire des choses là-bas, vous pouvez prendre votre café là-bas, mais vous devez sortir. La filtration de la fenêtre est sérieuse. Faites-vous cela tous les jours. Je le fais tous les jours, et je n'obtiens pas assez de soleil sur ma véranda derrière nous, alors je vais marcher dans la rue, mes voisins là-bas, et je vais marcher là-bas avec mon café. J'apporte souvent mon journal, et j'écris simplement ce qui me vient à l'esprit. Je reçois un peu de soleil dans mes yeux, mon partenaire et moi allons marcher là-bas, et nous allons simplement discuter, et puis nous reviendrons, et vous faites cela la plupart des jours. Si vous manquez un jour, ce n'est pas grave. Si vous manquez 2 jours, vous commencez à dériver. Et quand je dis dériver, je veux dire que ces systèmes neurochimiques vont commencer à se désynchroniser avec le cycle de la lumière du jour. Les travailleurs postés sont une toute autre affaire. Nous n'avons pas le temps. J'ai fait un épisode sur le travail posté. Les gens peuvent le trouver sur notre site web, car c'est très particulier au travail posté et au décalage horaire. Mais cette impulsion de lumière matinale est, je dis impulsion de lumière, la vision de la lumière est essentielle. Un décalage du pic de cortisol vers la fin de la journée est une caractéristique de la dépression et se réveiller à 3-4 heures du matin et ne pas pouvoir se rendormir. Signature de la dépression, décalage dans le pic de cortisol. Donc, ce décalage se produira si vous ne vous exposez pas à la lumière tôt le matin. C'est exact. Et donc, vous allez avoir une pulsation et une grande augmentation de cortisol à un moment donné toutes les 24 heures. Vous souhaitez que cela soit en début de journée pour rester alerte. Certaines personnes se lèvent à 10 heures du matin, n'est-ce pas? J'ai un ami que je considère comme mon protégé, qui est un adolescent et aime faire la grasse matinée. Il fait la grasse matinée, donc il va se réveiller à 10 heures, mais ensuite il sort et il prend du soleil. Si tu te réveilles à 5 heures, encore une fois, si le soleil n'est pas levé, allume autant de lumière vive que possible et sors une fois que le soleil est levé. Pourquoi? En début de journée, une forte luminosité est nécessaire pour activer ce mécanisme. Maintenant, le deuxième outil est que plus tard dans la journée, alors que le soleil se couche, il ne doit pas seulement traverser l'horizon. Vous voulez aussi avoir de la lumière dans vos yeux pour la raison suivante. Il ajuste la sensibilité de ce que nous appelons les photorécepteurs rétiniens, les cellules dans l'œil qui détectent la lumière, et fait en sorte que la lumière nocturne que vous allez avoir à 8 ou 9 heures du soir n'aura pas un effet aussi sévère sur la réduction de la mélatonine. Donc, je considère cela comme une sorte d'inoculation Netflix, parce que lorsque vous regardez des écrans la nuit, ou que vous êtes à moins que vous n'ayez construit votre maison, de sorte que toutes les lumières soient des lumières SIG rouges et qu'elles soient vraiment tamisées. La plupart des gens utilisent un éclairage artificiel la nuit.
et cela peut perturber le sommeil. Donc si vous êtes vraiment extrême à ce sujet, vous savez, vous faites de votre maison une grotte la nuit, je ne fais pas ça, d'accord, je tends à tamiser les lumières. Je n'aime pas les lumières vives après environ 7 ou 8 heures du soir, mais obtenir cette lumière de l'après-midi est génial, car elle envoie 2 signaux à votre cerveau et à votre corps sur l'endroit où vous vous trouvez dans le temps. Le temps signifie la rotation de la Terre. Donc vous obtenez votre pool de cortisol tôt, la mélatonine arrive, les gens qui commencent à se réveiller tard ou très tôt, et ils passent tout leur temps sur leur téléphone. Ce n'est pas assez de lumière pour déclencher ces mécanismes tôt dans la journée. Mais la nuit, la sensibilité rétinienne est telle que si vous regardez votre téléphone, pleine luminosité de l'écran, où vous avez beaucoup de lumières artificielles allumées, vous allez supprimer la mélatonine et vous commencez à perturber ces mécanismes. Donc, lumière vive. Lumière vive tôt dans l'après-midi, minimiser l'exposition à la lumière vive le soir, toutes les couleurs et saveurs de lumière. Ce n'est pas seulement la lumière bleue, cela doit être responsable de beaucoup de problèmes de sommeil. Beaucoup de problèmes de sommeil, beaucoup de gens m'ont écrit. Je dirais que des milliers de personnes m'ont écrit et ont dit que je reçois la lumière du soleil chaque matin, du mieux que je peux, 10 à 30 minutes, et mes problèmes de sommeil sont résolus. Maintenant, certaines personnes font cela, et leurs problèmes de sommeil ne sont toujours pas résolus, je dirais. Alors que vous regardez à quelle heure de la journée ils consomment de la caféine, ont-ils un genre de problème de rumination? Mangent-ils suffisamment? Je veux dire une chose qui n'est pas couramment discutée et que pour bien dormir, vous devez manger suffisamment. Pas nécessairement juste avant de dormir. Et de nos jours, il y a un grand mouvement vers ne manger pas dans les 2 heures avant de dormir. Et je pense que c'est généralement une bonne idée. Parfois je respecte cela, parfois non, mais si vous n'avez pas assez d'amidon dans votre système, désolé pour ceux qui suivent un régime faible en glucides ou cétogène, mais vous risquez d'avoir des problèmes de sommeil à moins de compenser, car les amidons sont liés au système du tryptophane et de la sérotonine, qui fait partie du système apaisant. Nous choisissons certains aliments réconfortants pour une raison précise. Quand nous sommes stressés, c'est parce qu'ils augmentent la libération de sérotonine et qu'ils atténuent le cortisol. Donc si vous êtes juste un sac de cortisol et d'adrénaline et que vous jeûnez pendant une longue période, il est très difficile d'obtenir un sommeil de qualité maintenant. Je pense que le jeûne intermittent, popularisé au niveau scientifique par Sachin Panda, est formidable. De toute façon, est un ami et collègue à moi, fait un beau travail, mais vous savez, vous devez déterminer combien manger, quand manger et quoi manger. Donc pour favoriser le sommeil, je recommande la lumière, tôt le matin et l'après-midi, en évitant les lumières vives de toutes les couleurs. Les bloqueurs de bleu sont bien si vous les aimez, mais ce n'est pas seulement la lumière bleue, qui peut perturber ces systèmes d'horloge circadienne. N'importe quelle lumière vive fera cela, à cause du spectre des longueurs d'onde de la lumière auxquelles les neurones responsables de cela répondent.